coup de projecteur des vraies voix tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Le président de la République n'est pas cohérent entre ce qu'il vend dans ses promesses aux Français et ce qu'il a fait concrètement au Parlement européen avec ses élus. Regardez ce qu'ont voté ces députés au Parlement européen. C'est l'Europe des lobbies, c'est l'Europe au service des marchés financiers, c'est l'Europe de l'austérité. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle. Simplement, cela dépend de nous. Alors, pour éviter la mort, le chef de l'État en appelle à bâtir une défense européenne crédible, à réviser la politique commerciale face au protectionnisme américain ou chinois. Il souhaite aussi un choc d'investissement commun. Philippe. Alors, parlons vrai. Pensez-vous que l'Europe est en danger de mort comme l'estime Emmanuel Macron? Vous dites non à 62%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Benjamin Morel nous accompagne, politologue, maître de conférence en droit public, signataire, on le rappelle, d'un appel pour un référendum sur le tour de vice-fédéraliste de l'Union européenne, paru dans le Figaro. Philippe Bilger, vous l'avez suivi ce long discours d'Emmanuel Macron. Plus pertinent sur le discours d'Emmanuel Macron que je n'ai pas pu l'entendre objectivement. Il fallait 1h50. Pour être totalement honnête. Mais depuis que nous sommes revenus et d'après ce que j'entends, je note tout de même, au risque d'apparaître superficiel, qu'il a créé une atmosphère de dramatisation qui est de bonne guerre, puisqu'il s'agit de montrer à quel point l'Europe est un enjeu capital et qu'il a besoin de permettre à Valérie Hayer de rattraper son retard. De le combler. Deuxième élément, j'ai l'impression que, et je le dois à une conversation intéressante que j'ai eue avant le débat lui-même, il reste dans le domaine du futur et de l'optatif. Tout de même, on est plus dans ce qu'il veut faire, ce qu'il faudrait faire, plus que dans une réalité, évidemment, qui ne correspond pas à l'Europe d'aujourd'hui. Et dernier élément, dans le résumé qui a été fait tout à l'heure, je suis frappé de voir à quel point il semble avoir pris en compte un certain nombre de critiques considérables qu'on a faites contre l'Union européenne et la bureaucratie, le manque d'industrialisation. Donc, il me paraît avoir adopté sur l'Europe un point de vue beaucoup plus pragmatique et peut-être que c'est sa force. Françoise Degois. Moi, je l'ai regardé. Je l'ai écouté pendant 1h45. Écoutez, j'ai trouvé d'abord que c'était un discours, je suis obligé de le reconnaître, de très bonne facture. Et si Emmanuel Macron a une passion, à l'évidence, c'est la passion européenne. On ne peut pas, quitte à aller même dans des détails complètement fous. Après, Benjamin, je ne vais pas être d'accord avec lui parce que je pense qu'effectivement, l'Europe peut mourir, pas au sens physique du terme, mais moralement, parce que bien sûr que l'Europe est attaquée, elle est attaquée par les nationalismes, elle est traversée par un malaise identitaire qui me paraît de plus en plus prégnant et de plus en plus flagrant, une angoisse, une idée générale que c'était mieux avant. C'est pas simplement une partie de la classe politique française qui porte ça, c'est l'ensemble de l'Europe. On le voit en Italie, on le voit en Espagne. Donc je pense que nos valeurs, en tout cas celles que nous portons, de liberté, vraiment, et de démocratie, sont très sérieusement mises en danger. En ce sens-là, il a peut-être raison. Par ailleurs, je pense qu'on pourra démonter tout le discours d'Emmanuel Macron, et c'est vrai, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Généralement, c'est un grand écart inimaginable, notamment sur l'écologie, sur l'industrialisation, etc., sur le viol, reconnaissance dans la définition du viol européen. Mais il y a une chose qui est certaine. Emmanuel Macron, il a un objectif intime. Il le dira pas parce que c'est de passer au moins la barre des 20% symbolique, d'être à moins de 10% de retard sur le Rassemblement national. Déjà, s'il arrive à réparer ça, et de mettre le plus grand écart possible entre lui et Raphaël Glucksmann pour la gauche. Voilà, c'est ça son objectif. Si on regarde son objectif aujourd'hui, si vous êtes un macroniste un peu chafouin de gauche parce qu'en gros il vous fait honte et que vous ne pouvez plus le supporter, non mais vous écoutez ce discours, et vous revenez un peu au bercail. Voilà. Et entre 17 points et 20...
Il y a 3%, Tom il peut les Conan. gagner. Et tout de suite Benjamin Morel. Moi, quelque chose qui m'a toujours frappé dans la construction européenne, et aujourd'hui je pense qu'elle en souffre, c'est le fait qu'elle n'est pas saisissable, parce qu'elle n'est pas assez concrète, c'est-à-dire qu'on est dans un registre effectivement législatif, il y a beaucoup de droits et de libertés, et d'ailleurs c'est très heureux, qui sont protégés par l'Union européenne, ensuite par la Cour de justice de l'Union européenne, etc. Mais par exemple, il y a un gros manque, on le sait, dans le registre économique. Il y a une politique monétaire, mais ça, l'Australie européenne est indépendante, mais il n'y a pas, comme vous le savez, de ministère de l'économie européen. Il y a des politiques économiques, mais qui sont sectorielles, mais qui ne sont pas globales. C'est normal. Oui, mais heureusement qu'il y a une souveraineté nationale. Moi, je pense que c'est justement ça a été proposé il y a plusieurs années par plusieurs candidats, il me semble aussi par Ségolène Royal, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Avec un ministère de l'économie européen pour qu'il y ait un budget et donc des projets européens et qui là puisse avoir un impact assez réel sur les gens, sur les concitoyens. Benjamin Morel, question cash. Vous allez répondre vraie voix. Emmanuel Macron, fédéraliste ou pas après ce discours? Moins qu'après le premier discours de la Sorbonne, qui était probablement plus fédéraliste sur le fond. Là, on a une forme de discours qui est en fait assez difficile à situer. On est à la fois dans le bilan de ce qui est son bilan en tant que chef de l'État dans le cadre européen. On a également des perspectives, mais qui restent relativement très floues. En effet, il y a quelques propositions. Mais ces propositions sont souvent quand même soit très techniques. En tout cas, je vois mal comment est-ce qu'elles pourront permettre de relancer la campagne de Valérie Ayé, soit un peu des incantations, avec des choses qui sont en effet dans le débat public depuis très très longtemps et qui peuvent avoir du sens, mais dont on voit bien déjà les vétos qui se dessinent à Rome, à Berlin, etc. Donc on a un discours très long et on a un discours dont le fond risque de ne pas vraiment imprimer. Je suis pas sûr qu'il permette de relancer un processus d'intégration au niveau européen. Je suis pas non plus sûr qu'il soit extrêmement utile dans cette campagne. La preuve en est, c'est que vos confrères sont tout de suite repassés à Kenji Girac. C'est vrai. Benjamin, il y en a aussi beaucoup qui ont critiqué l'innovation par rapport à 2017, qu'il a en fait répété ce qu'il a dit en 2017. C'était pourtant différent de 2017. Vous ne trouvez pas, Benjamin Morel, que dans ce discours que vous avez écouté, il prend en compte certaines des critiques fondamentales qu'on a faites à l'Europe telle que lui-même l'a voulu à une certaine époque, et qu'il y a là une forme de lucidité? Il y a une forme de lucidité, oui et non. C'est-à-dire que fondamentalement, prenez par exemple ce qu'il propose et qui est extrêmement intéressant, sur notamment la transformation de la mission de la Banque centrale. On a là quelque chose qui tourne dans le débat public depuis 20 ans, en réalité, depuis la création de l'euro. C'est pas une question nouvelle. Et donc, ce faisant, on est plutôt dans l'incantation. La question, ce que je vois venir, la question de l'inflation normative, c'est une vieille antienne, en réalité. Le problème, c'est que vous connaissez réellement le processus normatif européin. C'est pas quelque chose qui est tératologique, c'est quelque chose qui est inhérent. C'est parce que, justement, vous construisez des compromis et que ces compromis impliquent, justement, de rentrer parfois dans les détails pour, obtenir l'aval de certains États. Donc, on peut toujours être dans une forme d'incantation, mais la réalité, c'est que c'est inhérent et que c'est pas forcément mal d'ailleurs. C'est inhérent à la construction législative européenne. Derrière ce qui était visé dans la crise agricole, ce qu'on appelle la surtransposition, c'est pas la faute de l'Union là. Ce sont les États qui ensuite vont au-delà de l'objectif des directives. Donc, vous voyez que là-dessus, on est quand même plutôt dans le slogan, on va dans le sens du vent, mais fondamentalement, c'est pas si. Je vous trouve, c'est très étonnant. On est à front renversé aujourd'hui parce que je vous trouve extrêmement critique. Moi, j'ai trouvé que c'était un discours très très bien charpenté, vraiment avec une vision sur les conflits commerciaux, la vision de la Chine, une vision que je ne partage pas du tout forcément. Moi, je pensais pas assez écologique. Je pense que c'est pas assez radical dans la critique et le changement du système. Mais si je me mets du point de vue d'Emmanuel Macron, quel discours doit-il faire pour relancer la campagne de Valérie Ayé? C'est d'abord de ramener les égarés vers lui. Et les égarés vers lui, c'est souvent des gens quand même qui sont européens, mais qui sont agacés. Donc, je trouve assez radical, Benjamin, quand vous dites il n'a servi à rien. Moi, je crois pas du tout que ça a servi à rien. Je pense que ce discours, il avait une double vocation, à vocation internationale, puisque je vous rappelle qu'il était retransmis dans plusieurs langues, notamment
notamment le polonais, et une vocation vers l'électorat d'Emmanuel Macron pour récupérer ces 20 précieux pourcents. Un mot court de Tom Conan et ensuite la conclusion à Benjamin Morel. Non, je dirais que ce qui est stratégique, c'est de développer l'idée d'un protectionnisme européen, parce qu'en fait, le protectionnisme européen, tout le monde à peu près est d'accord avec cette idée-là. Les gens franchement, la Commission européenne. Hein. Non, mais en tout cas, tous les candidats. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement séduisant et qui d'ailleurs qui n'est pas du tout absurde d'un point de vue stratégique et économique aujourd'hui. Benjamin Morel pour répondre à Françoise Degois et Tom Conan. Alors, sur le protectionnisme européen, en effet, il y a un intérêt. Ce qu'il dit, en effet, sur la Chine et sur les États-Unis est très vrai. Le problème là-dessus s'appelle Berlin. Si aujourd'hui on négocie avec le Mercosur, c'est pour exporter des berlines allemandes. Et donc, l'Espagne aussi, c'est pas que Berlin, c'est Madrid aussi. Sur le principe, je veux bien, mais voilà. Ensuite, le problème, c'est que là-dessus, nous sommes très isolés. Et donc, ça, on depuis longtemps. C'est la position d'Emmanuel Macron depuis déjà de nombreuses années. L'autre aspect, sur l'aspect électoral, j'entends, mais aujourd'hui, quels sont les problèmes de la liste Ayer? C'est d'un côté une partie de l'électorat de centre-gauche qui s'est carapaté. Il s'est pas carapaté parce qu'Emmanuel Macron n'est pas assez européen. Il s'est carapaté à cause de la loi immigration, il s'est carapaté à cause de la nomination du gouvernement et au sentiment qu'il n'était pas considéré. Pas tant que ça, Benjamin. Quand vous regardez les ventilations, ça part pas directement chez Glucksmann, pas beaucoup en fait. On a un tiers de l'électorat de Macron 2022 qui n'est pas là. Donc une partie qui est pas là, bien sûr. Et une partie également part dans l'abstention ou marginalement dans un vote Bellamy, pas parce qu'il n'est pas assez européen, parce qu'il considère que, il y a plus d'action et que ça ne fonctionne plus. Et donc, on a une tendance de cet électorat aujourd'hui à se replier dans une défiance. Mais le sujet européen n'est pas central en la matière. Donc là-dessus, la liste Ayer paye un manque de leadership, c'est évident, une absence d'entrée en campagne assez précoce et je dirais une forme de vague à l'âme de la Macronie qui existe. Donc vous pensez que ça servira à rien ce discours ? Moi, je crois pas. Moi, je pense que ça va ressouder les troupes. La séquence d'aujourd'hui, elle est gagnée par Kenji Girac, ce qui vous montre bien que les Français se désintéressent de cette élection. Non, il n'y a qu'une chaîne qui est repassée sur Kenji Girac. Les deux autres sont restés sur une analyse Macron. Pardon. Excusez-moi de vous le dire. J'ai pas suivi la bonne.